Ça a été une année qui a été très très challenging pour toute l'équipe. Dans l'industrie, il n'y a pas de bonnes surprises, t'as que des mauvaises surprises. Faire un vélo, c'est assembler 150 pièces. Si t'as une pièce sur les 150 qui est pas du bon diamètre ou qui est défectueuse, tu peux pas sortir tes vélos. Si tu t'es planté sur ta couleur, t'as 4-5 mois pour avoir la bonne couleur. Après, on est aussi quand même une entreprise qui est soumise au contexte géopolitique. Entre le lockdown à Shanghai, quand on a fait nos toutes premières versions de vélo, il nous manquait une pièce qui venait de Shanghai. Et Shanghai était fermé 3 mois, ça a décalé notre lancement en fait de 3 mois. En ce moment, on a une problématique sur le canal de Suez. On est en attente de voir quels vont être les impacts sur tout le transport maritime, à la fois en termes de délai et en termes de coûts. Parce que c'est typiquement le genre de situation qui peut faire exploser tes coûts logistiques. Et tous ces sujets-là, c'est des sujets complexes à traiter d'un point de vue approvisionnement, industrie, mais qui derrière sont aussi très complexes à gérer en termes de relations clients. Salut Amélie et bienvenue sur le rendez-vous marketing. Je suis trop content de t'avoir. Tu es la fondatrice de Gaia, une entreprise avec laquelle on travaille depuis, je dirais bientôt 8-9 mois, avec Mathieu qui fait partie de ton équipe marketing. Et je suis vraiment heureux de te recevoir et de pouvoir parler de ta marque et de ce que tu as pu construire en, je pense, à peine 3 ans sur le coup. Est-ce que tu peux peut-être t'introduire pour l'audience qui ne te connaît pas encore? Bonjour à tous, donc effectivement je suis Amélie Guichenet, je suis la cofondatrice de Gaia. Et Gaia, c'est une entreprise à mission. C'est une marque de vélo électrique conçue pour simplifier la vie des familles urbaines. Et donc, c'est une entreprise que j'ai cofondée avec Jacques Bonneville, mon associé, qui est le pendant ingénieur du binôme. Et on a démarré travailler sur ce projet-là courant 2021. Ok. Est-ce que tu avais déjà l'expérience d'entrepreneuriat avant ce projet? Alors non, j'avais pas d'expérience entrepreneuriale, c'est ma première création d'entreprise. Mais par contre, j'avais une envie de monter une entreprise depuis à peu près, je sais pas, mes 15-20 ans. Donc c'était vraiment un vœu qui était cher et j'avais jamais osé passer le pas et quitter le monde du salariat jusque-là pour me lancer dans l'entrepreneuriat. Chose faite avec Gaia. Et qu'est-ce qui a fait que tu as eu ce déclic? Surtout, on parle 2021, donc il y a 3 ans, époque assez compliquée du point de vue enfin, pas professionnel, mais en tout cas, il y avait le Covid et quand même des incertitudes. Pourquoi à ce moment-là et qu'est-ce qui a été le déclic? En fait, il y a eu un mix de facteurs. Je pense qu'il y a un premier facteur qui s'appelle l'expérience. Pendant un certain nombre d'années, je me sentais pas légitime et je me sentais pas capable de lancer une boîte par moi-même. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'en 2020, j'étais au COMEX d'une entreprise qui s'appelle Evaneos. C'est une marketplace de voyage responsable. C'était une entreprise du Next 40. On avait traversé toute une phase d'hyper-croissance assez folle. Et 2020 arrive le Covid, où ça a été une année qui a été aussi très particulière parce que le secteur du tourisme a été très largement touché. Et j'ai vécu du coup une expérience pro assez singulière avec des plans de relance, des plans de licenciement. Et donc, en fait, ma confiance en moi au sein de ce parcours chez Evaneos, par les postes que j'ai pu prendre et par les équipes que j'ai pu diriger, a grandi, on va dire. Puisqu'au sein d'Evaneos, j'ai à la fois piloté, structuré des équipes aussi bien sur l'offre, sur la data, sur le product et sur la partie brand and content. Donc ça m'a donné en fait un éventail de compétences et de compréhension de ces métiers-là de façon à la fois stratégique et opérationnelle qui m'ont aidé à prendre confiance en moi. Okay. Et puis il y a eu un autre facteur. En 2020, j'ai eu un petit garçon, Léo. Et le fait de devenir parent, je pense que ça a aussi contribué à me poser pas mal de questions et de regarder aussi le monde par un prisme qui va au-delà de soi-même. Et ça m'a amené à me poser la question de ce que je voulais porter au monde dans mon contexte professionnel, en fait, tout simplement, et de ce que je laissais et en quoi je contribuais à cette génération future. Et donc, tous ces éléments conjugués ont fait que début 2021, j'ai quitté Evaneos avec un plan social et j'en ai profité pour lancer mon projet entrepreneurial que je reculais depuis des années. Super clair. Ce projet entrepreneurial, donc Gaia, depuis quand tu l'avais et qu'est-ce qui a été à nouveau pas un déclic, mais en tout cas, d'où est venue l'idée, on va dire, de lancer une marque de vélo électrique on en parlera après, dans un océan rouge où il y a beaucoup de concurrence. Et je sais pas si tu avais déjà de l'expérience dans tout ce qui concerne la mobilité et le transport avant Evaneos. Alors en fait, j'avais pas l'idée de Gaïa en tant que telle. Quand j'ai quitté Evaneos, j'avais une envie d'avoir un projet à impact, ça c'était évident, avec un impact écologique, un impact aussi très concret ici et maintenant dans la ville dans laquelle mon fils grandissait. Donc ça c'était quelque chose d'assez profond dans mes envies.
J'avais envie d'avoir, quitte à lancer une entreprise, d'avoir une solution qui soit innovante et qui ait un vrai impact sur le quotidien des gens. D'un point de vue pratique, je pense à des solutions comme Doctolib, typiquement, où on a tous trouvé que ça nous permettait de gagner du temps dans notre quotidien. Et quand on devient parent, en fait, on se rend compte qu'il y a une deuxième vie après sa première vie, qu'on passe notre temps à courir, qu'il y a un enjeu de charge mentale. Et réussir à apporter un peu de légèreté dans le quotidien des gens, je trouvais que c'était un chouette enjeu. Et puis je voulais un projet mass market, on va dire grand public, inclusif, parce que ça me correspond bien par rapport à là d'où je viens, par rapport aux différentes expériences que j'ai eues. Donc ça, c'était des drivers assez profonds. Et sur cette phase d'introspection et de réflexion début 2021, j'ai rencontré beaucoup de gens. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, je me suis orientée vers le secteur de la mobilité, que j'ai rencontré Jacques et que j'ai pu démarrer ce projet avec lui, où on a démarré par une analyse de marché, etc. Et ça, je t'en parlerai un peu plus. Okay. Donc, le projet Gaïa, c'était pas une idée que j'avais préalablement. C'est vraiment tout ce travail introspectif qui m'a peu à peu orienté vers ce secteur et peu à peu vers ce projet qu'on a construit au fil de l'eau. Mais en sachant que tu avais dans ta tête l'objectif d'avoir un projet à impact, donc naturellement, ça t'a guidé dans des conversations qui menaient vers potentiellement lancer une boîte dans la mobilité, parce qu'on sait qu'il y avait des enjeux là-dessus. Mais j'aime bien aussi quand tu parles d'introspection, parce que souvent, je pense que ça fait un peu développement personnel, je fais l'introspection, on ne sait pas si ça va mener. Et toi, finalement, tu as quand même une quête, de ce que je comprends, de quelques mois d'introspection avant de trouver, de fil en aiguille, ton idée de business avec Jacques. Donc Jacques, c'est quelqu'un que tu as rencontré du coup en 2021, ou est-ce que c'est quelqu'un que tu connaissais aussi déjà et qui avait ces mêmes envies? Je l'ai rencontré en 2021 et Jacques, à l'époque, il était consultant. Donc Jacques, c'est quelqu'un qui a un parcours incroyable dans le secteur de la mobilité. Il a démarré dans le secteur de l'automobile, ingénieur automobile. Ouais. Donc l'automobile dans le secteur de la mobilité, c'est un peu le secteur star en termes de standards, on va dire, et d'innovation. Et après, il a switché dans les nouvelles mobilités. Donc il a notamment lancé tout le développement et d'une marque qui s'appelle Matra, qui était leader sur le marché des vélos électriques en 2014. Et qui déjà à l'époque faisait 20 millions d'euros de chiffre d'affaires sur un marché qui en faisait 70. Donc très précurseur sur ce marché-là. Ouais. Ensuite, il a travaillé sur le lancement de certains scooters électriques de chez Peugeot. Donc il a travaillé aussi dans le monde des scooters électriques. Et sur la fin des dernières années avant que je le rencontre, il était consultant. Et c'est une personne dans le groupe Mobivia, qui est devenue notre investisseur a posteriori, qui nous a mis en contact, qui a fait le matchmaking. Et c'est comme ça qu'en fait tout a démarré. Et donc sur cette phase d'introspection, tu vois, à Mont que j'ai rencontré énormément de gens. Moi, je suis pas arrivée avec une idée préconçue de me dire je vais lancer tel business. Et au global, les quelques idées que j'avais eues jusque-là passaient rarement mes prismes d'analyse d'ancienne consultante. Ouais. Et donc, le message que je veux passer là, c'est que si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, il y a plusieurs façons de le faire, mais en tout cas, vous n'avez pas nécessairement besoin d'avoir l'idée parfaite, magique, incroyable, innovante, qui va être une révolution sur le marché. C'est quelque chose qui peut se construire et qui peut se construire aussi sur certaines composantes de votre mix global d'offres et d'expérience client et qui va faire changer les lignes sur quelques aspects. Et justement, une fois que vous avez eu l'idée, c'était quoi la suite? Donc là, parler d'analyse de marché. Qu'est-ce qui a fait que vous avez pu mesurer le potentiel de l'idée, de vous dire ok, on peut aller quelque part avec cette idée-là, on peut construire quelque chose de différent? Est-ce qu'il y avait déjà une idée de ce quelque chose? Je sais pas si tu vois aujourd'hui. Ouais, je vois bien. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a analysé le marché, à la fois d'un point de vue expérience utilisateur, expérience client, attente client, avec beaucoup d'interviews clients que j'ai réalisées moi-même. Okay. On a regardé comment l'expérience client se faisait, c'est-à-dire que concrètement, quand tu es un nouvel acheteur qui va acheter un vélo électrique, à quoi est-ce que tu es confronté, notamment dans ta recherche online et offline. Et la réalité, c'est qu'il y a pléthore d'informations ultra techniques, vraiment tu te perds en tant qu'utilisateur quand tu fais des recherches sur le sujet du vélo électrique. Et on a évidemment analysé les offres présentes sur le marché, tant d'un point de vue business que d'un point de vue technique avec la vision de Jacques. Et là, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait un vrai trou dans la raquette, tout simplement, qu'il y avait un océan rouge avec plein de vélos qui sont très très similaires à la fois en termes de positionnement prix et de spécificité vraiment de technique, tu vois, avec des vélos
avec des grandes roues, qui se ressemblent un peu tous, qui ont à peu près tous les mêmes moteurs, à peu près tous la même allure. Ouais. Et nous, on est allé targeter une niche différente pour créer notre océan bleu, pour adresser une cible qui est la cible des familles urbaines et qui ont 3 besoins particuliers. Ça, c'est quelque chose qu'on a creusé à l'issue de nos interviews. Le besoin numéro 1, c'est un besoin de modularité. Concrètement, un vélo qui peut t'accompagner du matin jusqu'au soir avec tous les challenges auxquels tu es confronté en tant qu'urbain, à savoir emmener des enfants, aller faire tes courses, arriver au bureau dans un état impeccable, sans une goutte de transpiration, pouvoir aller emporter tes affaires de sport, etc., etc. Et donc cette modularité-là, pouvoir t'accompagner dans ton expérience de vie de A à Z le matin en revenant le soir. Le deuxième élément qui est clé en termes d'insight client qu'on a sorti, c'est le besoin de sécurité. En fait, quand tu parles avec des gens, la majorité des gens te diront, moi j'adore faire du vélo en ville, faire du vélo pendant les vacances, mais une personne sur 2 a peur de faire du vélo en ville. D'accord. Donc, comment est-ce qu'on arrive à créer de la réassurance et donner un sentiment de sécurité sur le vélo? Et le troisième frein qu'on a travaillé et qu'on a identifié en termes d'insight client, c'est la peur du vol. La peur du vol étant un frein à l'achat et un frein à l'usage. D'accord. Et en trame de fond avec tout ça, le marché du vélo électrique, c'est un marché qui est en pleine explosion. Mais pour autant, quand tu échanges et que tu interroges des gens qui ne sont pas clients, il y a une méconnaissance du prix. Ok. Et pour beaucoup de gens, il y a une méconnaissance du panier moyen et du budget moyen pour acquérir un vélo électrique. Et donc le sous-jacent, c'est qu'il y a un réel sujet aussi sur le pricing. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est des éléments sur lesquels, en fait, ça nous a donné un terreau, tu vois, de travail. Et sur cette base-là, on a travaillé l'offre avec Jacques, tant d'un point de vue spécificité technique du produit, pricing et style. Et style, ok. Donc là, vous vous êtes dit, ok, il y a trois problèmes qui sont pas adressés. Donc ça peut nous donner déjà des idées sur à quoi pourrait ressembler notre produit du point de vue de ses caractéristiques techniques. C'est dommage que, voilà, on est en podcast, donc on peut pas montrer le vélo, mais si tu peux le décrire, ça serait top juste après. Et après, tu avais la partie prix où tu dis que tu avais une méconnaissance et comment vous avez justement géré un peu cette partie de pas, je sais pas si on parlait d'éducation sur le prix. Voilà. Donc là-dessus, globalement, ce qu'on a conçu comme vélo, c'est un vélo qui adresse ces 3 problématiques-là par différents éléments. Le sujet de la modularité, on l'a traité en créant un vélo où tu peux choisir soit sa version compacte, soit sa version allongée. Ouais. Dans les 2 cas, les 2 versions permettent de porter 160 kg. Ouais. Donc ça veut dire que sur le vélo qu'on appelle le vélo compact, qui est la taille d'un vélo classique, tu vas pouvoir monter en couple. Tu vas vraiment pouvoir emmener un deuxième adulte. Et on est quasiment les seuls du marché à proposer ça. C'est ça. Sur la version allongée, tu vas pouvoir emmener 1, 2, voire 3 enfants. Okay, donc c'est comme ça qu'on adresse cette notion de modularité et de polyvalence du produit. Et évidemment, si tu peux mettre 160 kg sur le vélo, tu peux aussi mettre des marchandises si tu n'emmènes pas de passagers et emmener tes courses, etc. Ça, c'est le premier point. Le deuxième insight user qui était fort, c'était le sentiment de sécurité à bord. Et ça, on l'a adressé par 2 éléments un peu clés. Le premier, c'est la géométrie du vélo. On est parti sur une vélo qui n'a pas un look de vélo normal. On est parti sur un vélo qui a des pneus qui sont plus bas. Ça fait baisser en fait le barycentre, le point d'équilibre du vélo. Ce qui fait que même chargé, tu vas avoir un vélo qui va être plus stable et encore plus chargé d'ailleurs. Et ça, on s'est inspiré un peu de la géométrie des mobylettes. Si tu regardes une mobylette, un petit scoot, en fait, avant, c'était toujours des véhicules plus bas, avec des pneus plus larges qui du coup t'apportent de la stabilité et de la maniabilité. Et le deuxième élément dans la sécurité à vélo, c'est bien voir, bien être vu. Et par rapport à ça, on est allé chercher des éléments dans l'univers du scooter, notamment un grand phare, voilà, et qui est devenu un élément iconique de style aussi du vélo. Ouais. Les clignotants à l'avant et à l'arrière, le feu stop à l'arrière, un vrai klaxon de scooter en plus de la sonnette. Okay. Et donc ça, c'est des éléments qui te permettent en fait de vraiment gagner en sentiment de sécurité, à la fois parce que t'es davantage maître à bord et parce que t'es plus visible. Et tu vois, moi, j'avais plein de clients qui me disaient, par exemple, j'ose pas lâcher le guidon quand je tourne à droite ou à gauche parce que j'ai peur de perdre tout simplement la maîtrise du vélo. Surtout si j'ai du poids et qui plus est quand j'ai mes enfants derrière. Typiquement, le clignotant, ça vient résoudre cet insight user. D'accord, je comprends. La troisième brique, c'est la peur du vol. Surtout faut avoir en tête le secteur du vélo électrique, le panier moyen, il est à 2 000 €. Ouais.
sur un vélo électrique classique et sur un vélo électrique dit cargo qui permet d'emporter normalement beaucoup de matériel et ou beaucoup de gens, on est plutôt sur du 4 000 € en panier moyen. Et donc, même sur un classique, mettre 2 000 € dans un vélo électrique, forcément, on n'a pas envie de se le faire voler. Et donc, le sujet du vol, c'est à la fois un frein à l'achat et un frein à l'usage. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui vont avoir peur d'acheter le vélo, parce qu'ils ont peur de se le faire voler. Et puis, on a aussi plein de... dans les inside users, on a compris qu'il y a plein de gens qui hésitent à prendre leur vélo certains jours parce qu'ils ont peur de le laisser à tel endroit à l'issue de leur trajet. Alors qu'un autre jour, ils vont prendre leur vélo parce qu'ils savent qu'ils vont pouvoir le garer à tel endroit de façon safe. Et donc, par rapport à ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a intégré un traceur GPS connecté à une application mobile qui permet de géolocaliser le vélo en permanence, qui permet de déclencher une alarme automatiquement en cas de suspicion de vol et de bloquer l'assistance électrique. Okay. Et donc ça a deux vertus. La première vertu, c'est de dissuader du vol, parce que quand un voleur commence à le secouer ou à partir avec, ça va sonner. Donc tout de suite, on l'alerte sur le fait que c'est un vélo qui est un vélo connecté et qu'il est tracé. Et souvent, les voleurs n'ont pas envie que la police les suive là où ils vont stocker les vélos. Et le deuxième élément, même quand il est volé, ça en fait un vélo qui est beaucoup plus dur à revendre parce que l'assistance électrique est bloquée et il reste géolocalisé. Et on a plein de magnifiques histoires de clients qui ont récupéré leur vélo volé. Et moi, je me suis fait voler le tout premier prototype de Gaïa à la sortie d'un bar dans Paris et je l'ai récupéré 3 jours plus tard grâce à ça. Ah, génial, ça prouve que ça marche. Et c'est vrai que sur le dernier point, je trouve qu'il est ultra différenciant. Donc, comment faire en sorte que le vélo ne soit pas volé avec le système de géolocalisation. Et sur le coup, les autres entreprises qui étaient déjà sur le marché ne l'avaient pas encore développé, ce point de géolocalisation. Ou c'était peut-être pas bien en Effectivement, l'immense majorité du marché n'a pas implémenté ce type de fonctionnalité connectée. Il y a quelques marques qui étaient précurseurs, notamment des marques comme VanMoof ou Cowboy ou Angel Bike, qui avaient installé ce type de tracker, mais c'était vraiment des marques qui sont des marques atypiques sur le marché du vélo électrique aujourd'hui. C'est vrai. Après, c'est vrai que ce que je peux dire, je suis pas encore consommateur, mais sur le coup, c'est que le vélo Gaïa se différencie beaucoup de l'image du vélo électrique qu'on a en tête et dans l'imaginaire collectif. D'ailleurs, j'invite à ceux qui nous écoutent à aller sur gaia.bike pour retrouver le vélo et pour voir un peu plus à quoi il ressemble. C'est vrai que moi, quand je vois le vélo électrique dans ma tête, j'ai en tête quelque chose de très sportif, haut, on va dire stylé dans le sens un peu premium, comme celui qu'on peut voir chez Cowboy. C'est vrai que vous, c'est totalement distinctif. C'est quelque chose qui a pu, on le sait, vous aider à aller assez vite au niveau acquisition, parce que je sais plus les chiffres en tête, mais je pense que vous avez fait plus de 6 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2 ou 3 ans. Donc, c'est assez exceptionnel comme croissance. Et voilà, vraiment pour dire que l'aspect, comment bien se positionner dès le départ, on sait que c'est un facteur clé de réussite pour une entreprise et je pense que vous l'avez bien fait. Du coup, je m'interroge sur la suite après avoir fait les analyses et enquêtes clients. Est-ce que vous êtes passé directement en prototype ou est-ce que vous avez d'abord peut-être levé des fonds ? Alors en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un double prototype. On a fait un prototype physique, donc on a prototypé nos 2 vélos, le compact et le cargo. Et ça nous a permis de le tester. On l'a fait tester à plus de 50 bêta-testeurs. On a eu plein de retours concrets sur le vélo. Donc ça permet d'avoir des retours sur le produit physique. Et en parallèle, je me suis dit, ok, mais comment est-ce qu'on essaie d'avoir une espèce d'étude client à plus grande échelle, sans biais de subjectivité liée au fait de faire une interview en one-one à quelqu'un avec qui on a créé un lien et à qui on remet le vélo dans les mains. Et donc pour ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une page e-commerce un peu étoffée qui présentait le concept et l'offre, façon growth hacking, et des premières Facebook Ads pour tester le concept et tester l'attractivité. Donc j'ai mis un peu plus de 1 000 € en Facebook Ads. Alors moi je suis pas du tout une star de l'acquisition, faut le savoir, donc j'ai suivi des cours en ligne pour faire mes toutes premières campagnes et pour essayer de mettre un peu de cohérence là-dedans, en faisant différents groupes d'audience et en faisant différents créatifs avec différents messages et en allant tester finalement la perf de ces différentes campagnes sur mes différents groupes d'audience. Et le funnel en gros était très simple, j'allais générer des leads sur mon site et sur mon site, le user était exposé à un questionnaire en ligne pour réserver un essai. Et ce questionnaire en ligne faisait 10 pages, ce qui est énorme. Et en fait, cette espèce de questionnaire en ligne, c'était mon étude client à grande échelle. Et en mettant un peu plus de 1 000 € sur la table en Facebook Ads, j'ai eu plus de 400 questionnaires remplis.
Ouais, c'est Donc ça me incroyable. donnait de la matière, ouais, c'est incroyable. Et du coup, ça me donnait de la matière vraiment, d'un point de vue analytique, suffisamment robuste pour faire mon analyse de données. Et par ce biais de ce questionnaire, je les questionnais sur le prix, sur les couleurs, sur ce qui était important dans leur choix. Donc ça m'a permis d'affiner l'offre et d'affiner les éléments de langage sur l'offre. Et si D'accord. je remonte, ça m'a permis aussi, grâce aux campagnes online, d'aller regarder à la fois quelles cibles étaient les cibles les plus pertinentes et qui avaient la plus forte sensibilité. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'il y avait une vraie différence entre la cible masculine et féminine. Puisque sur une cible féminine, en fait, ça performait super bien. Et la conclusion que j'en ai tirée, c'est que globalement, ce marché-là avait quand même peu communiqué Ouais. auprès du secteur féminin. Encore une fois, oui. Et, et que cette audience n'avait pas forcément été beaucoup travaillée et que le produit était particulièrement pertinent pour l'audience qu'on arrivait à distinguer. Et donc en analyse post-campagne, je voyais donc globalement sur la cible 35+, j'avais une surperformance. Sur une cible féminine, j'avais une surperformance par rapport à la cible masculine. Et sur des cibles d'urbain et des cibles de parents, ça surperformait aussi. Donc D'accord. ça, c'est venu à la fois me conforter dans des intuitions que j'avais, mais ça m'a permis vraiment de le post-rationaliser. Et puis, comme je le disais, sur le questionnaire en tant que tel, ça m'a donné des billes pour affiner mon offre. Ok, super intéressant. Et donc, allez, il devait répondre au questionnaire pour réserver un Mhm. essai, c'est bien ça. Donc, Exactement, extrêmement motivé. exactement. D'accord. Donc, ça a apporté beaucoup d'insights. Donc, après, tu avais les prototypes ben voilà, en réel que les gens pouvaient essayer. Donc, combien l'ont Exactement. essayé? Enfin, comment ça s'est passé ensuite à ce niveau-là? Bah ça c'est vraiment, tu vois, des protos qu'on a remis dans les mains des users, c'est une cinquantaine de personnes. Alors soit des personnes que je connaissais déjà, Ok, de différents univers avec différents profils, soit des personnes qu'on a trouvées via l'enquête en question, ok, d'accord. et on leur a demandé leur retour sur le vélo, ce qu'ils aimaient pas, avec quoi ils étaient à l'aise, ce qu'ils trouvaient malin, pas malin, etc. Et tout ça, ça nous a permis aussi d'affiner énormément les prototypes sur la phase aval. Ouais, Et ok, donc, fort de tout ça, tu vois, on avait nos insights liés à l'usage des prototypes, nos insights liés à l'audience sur laquelle on performait ou on performait moins, et nos insights liés aux préférences exprimées dans le questionnaire pour aller affiner l'offre. Et fort de tout ça, on a pu présenter ça lors de notre levée de fonds, puisqu'en fait, on partait certes d'une page blanche, mais avec un concept qui était prévalidé. d'accord. C'est ça que je voulais Et savoir, c'est que, donc, en fait, vous avez amené toutes ces informations-là que vous avez eues, plus les résultats de la campagne, pour pitcher, on va dire, votre projet, votre startup à des c'est ça. investisseurs. Et c'est passé combien de temps entre le moment où euh, vous avez trouvé l'idée et le moment où vous avez réalisé les prototypes et ensuite fait le pitch? C'était très rapide. Je pense de bout en bout, on a dû mettre 6-9 mois dans ces eaux-là. Donc c'était assez rapide sur le coup. Donc, Ouais, alors je trouve, sur le coup, c'est quand même rapide. Après, voilà, rapide, tout est relatif. C'est-à-dire, si tu travailles 7 jours sur 7, 10 heures par jour, vous êtes deux et qu'il y a d'autres personnes qui vous aident, c'est vrai qu'on peut être efficace. Donc assez cool et assez intéressant. Et donc, après ça, du coup, vous avez fait la levée de fonds pour, ben, bien sûr, je pense que les gens s'en doutent, pour lancer une première production et ensuite faire de l'acquisition, si je comprends bien. exactement. Donc là, en gros, on arrive à l'automne 2021, Ouais, levée confirmée, un premier acteur qui est le fonds d'investissement du groupe Mobivia, ouais, qui décide de nous suivre dans l'aventure ouais. et qui met un premier ticket pour qu'on démarre, et ça nous permet de démarrer l'opérationnel. Ok, Et donc sur l'opérationnel, il y a deux grands chantiers. Le premier chantier, c'est de set up tous les fondamentaux pour lancer la commercialisation. Et le deuxième, c'est d'affiner les prototypes et de lancer la première production. Et effectivement, pour pouvoir faire l'un et l'autre, ça demande un petit peu de cash, surtout que dans le secteur industriel, il faut payer les approvisionnements de pièces en amont. Donc rien ne se passe tant qu'on n'a pas versé un premier versement d'acompte pour lancer notre production. ouais, bien sûr. Et d'autant Sur plus, la partie, c'est pas 30 euros par vélo, c'est plus, ça c'est coûte ça. plus cher. Donc, Donc c'est pour ça qu'on avait besoin d'une levée pour démarrer vite. Ça aurait pu démarrer, on aurait pu imaginer un modèle différent avec un Kickstarter, etc. oui. Mais ça aurait été des délais qui auraient été beaucoup, beaucoup plus. Ouais, je comprends. C'est vrai que j'ai pas posé la question sur le coup, j'ai pas pensé, mais c'est vrai qu'un Kickstarter, ça pouvait se faire, mais même, il fallait quand même réussir à en vendre quand même pas mal sur Kickstarter avant de lancer quelque chose. Et bien après, on sait très bien que la production peut prendre quelques semaines, voire quelques mois. J'avais déjà entendu parler du fait que la production des vélos prenait quand même du temps parce que une partie des matières sont réalisées, enfin, pardon, une partie des matières et de la production est réalisée en Asie, si je comprends bien.
Peut-être que j'ai C'est bêtise, mais ça. ok. Non, non, tout à fait, tu as tout à fait raison. En fait, l'immense majorité du marché se fournit en pièces en Asie. Et donc concrètement, sur un secteur comme le nôtre, ça veut dire que tu as allez, entre 1 et 3 mois d'approvisionnement de pièces. Ensuite, tu as 2 mois d'import en bateau. Et ensuite, tu assembles tes vélos. Et ensuite, tu les mets à disposition de ton marché. Donc le lead time est très long. Et tu Oui, dois verser tes acomptes en amont de l'approvisionnement des pièces. ce qui prend du temps. En amont, Ce donc ce qui qui peut prend du coup prendre du temps. plusieurs mois, et ok, d'accord. Et donc, bah voilà, pour continuer l'histoire, donc vous avez l'approvisionnement des pièces, vous produisez pardon, les premiers vélos, et ensuite, tu avais la C'est ça. commercialisation. Et entre-temps, je Il suppose y que a vous tout. prépariez le lancement. Vas-y, je t'en prie. Voilà, tu as toute la partie, en fait, tout chantier de lancement de la commercialisation. Et donc là, à ce moment-là, je suis encore seule. Et je démarre tout début 2022, enfin seule avec Jacques, mais avec personne sur la partie business. On Ouais, n'était encore que tous les deux, donc début 2022. Et je démarre, première semaine de janvier. Je fais une semaine de sprint avec une agence créative qui s'appelle Flow. Et on tombe le brand book en une semaine à huis clos. boum, rapide. Ça a été la première étape. Et donc, le 8 janvier, j'ai ma marque. J'ai ma marque qui prend vie. Donc ça, c'était déjà assez génial de démarrer l'année comme ça. Ensuite, deuxième chantier e-commerce. On fait une semaine de sprint, on tourne toutes les maquettes UX, on pose une couche d'UI, on partage avec des techs, on fait des premiers tests utilisateurs sur les maquettes pour voir la pertinence, on ajuste les maquettes et on finalise les maquettes UI pour pouvoir démarrer le paramétrage et l'adaptation d'un Shopify dans la cohérence de l'expérience client qu'on peut faire avec des briques en custom, notamment chez Gaia, on peut faire une configuration en ligne comme si on personnalisait une voiture. Oui, Là, on personnalise un vélo. Donc tout le configurateur, c'est du custom et toute la partie réservation d'essai, puisqu'on peut réserver un essai, c'est du custom. oui, Et donc ça, c'est les premières briques que je lance. Ensuite, je récupère la boutique, donc boutique sur le canal Saint-Martin, et donc tout un travail d'archi en amont pour pouvoir designer la nouvelle boutique, designer tout le mobilier. On fait faire tout le mobilier par une entreprise située juste à la porte de Paris, à Montreuil, avec des menuisiers du coup en local. Et courant mars-avril, on set up la boutique. Et là, en parallèle, l'équipe commence à se structurer, à rejoindre l'aventure, dont Mathieu, que tu as déjà interviewé sur la partie marketing, et Lucie, qui monte sur la partie expérience client cross-canal. Et en fait, d'accord. ces deux piliers-là dans mon équipe vont reprendre les chantiers pour continuer à dérouler l'opérationnalisation et le lancement commercial de Gaia. Ouais, Et on sera live. En fait, on a reçu les vélos courant mai, donc on a fait les shootings photos courant mai. Dès qu'on a eu les visuels, on a vraiment pu démarrer l'activation, mettre les vélos sur le site, donc démarrer les précommandes et commencer toute l'activation marketing, puisque jusque-là, on n'avait pas de produits à shooter, à montrer, donc à médiatiser. et c'est ça que j'allais dire, c'est qu'en fait, vous pouviez rien faire, pardon, avant le mois de mai-juin, puisqu'il n'y a pas de produit à shooter. Donc, tu pouvais pas faire une sorte de teasing, on va dire, sur les réseaux, via des relais médias, via des campagnes Facebook ou encore Google. Donc, c'était assez compliqué, il fallait se structurer. Et c'est vrai que tu parlais de Lucie et Mathieu, enfin, Lucie, sur le coup, je suis pas sûr de la connaître, mais c'est des personnes qui avaient quand même de l'expérience et qui ont pu directement diriger une équipe et en fait, identifier les bonnes personnes avec qui travailler ou les bons indépendants. Et je pense que c'est aussi important de le mentionner. Exactement. Donc c'est vrai qu'il y a plusieurs choix dans la création d'entreprise. Moi, j'ai fait le choix d'aller chercher directement deux profils qui avaient déjà expérimenté du scale. Les deux, Mathieu et Lucie, c'était des gens de mon réseau qui étaient déjà intervenus plusieurs années sur des grosses startups en hypercroissance. Et donc je savais qu'ils avaient à la fois l'expertise et les épaules pour pouvoir porter ces scopes-là, avec un rythme assez soutenu et une forte ambition qui était celle qu'on avait pour le projet. Et je sais qu'il y a certaines startups, et notamment pour des raisons économiques, quand tu lèves des fonds en amont, tu as les moyens du coup d'aller chercher des profils comme ça. Quand tu lèves pas des fonds en amont, c'est plus compliqué et tu dois commencer avec des profils moins seniors. Mais du coup, dans mon contexte, ça m'a permis d'aller chercher des profils comme ça pour d'emblée démarrer et démarrer assez fort avec eux. C'est ça. Et justement, une fois que vous aviez les produits, c'est même plus des prototypes, donc tout est prêt, vous pouvez Mm. shooter. Euh, Quelle a été la suite? Donc sur quoi vous vous êtes lancé? Bon, je présume qu'il y avait Facebook Ads, mais est-ce qu'il y avait d'autres leviers que vous avez activés dès le départ? Surtout que là, tu avais déjà la boutique qui était prête et le e-commerce qui était fonctionnel. Donc effectivement, en gros, les gros leviers qu'on active, c'est quoi?
c'est la partie organique qu'on essaie de travailler avec la partie relation presse, que ce soit la presse lifestyle, et c'est un des éléments de distinction de Gaïa par rapport à d'autres acteurs du marché. C'est que nous, on s'adresse à une cible grand public avec un discours assez simple, très lifestyle. On travaille le style, on travaille les couleurs, on essaie d'avoir un produit citadin et pas sportif comme tu l'évoquais, qui est un peu l'imaginaire du vélo électrique. Donc la presse lifestyle, corpo et la presse spécialisée aussi pour convaincre des experts du monde du vélo, leur mettre le vélo dans les mains, avoir des premiers retours d'experts, ce qui est hyper important pour crédibiliser ta marque. Première brique. La deuxième brique, c'est l'influence, qu'on travaille beaucoup. On a développé des partenariats avec des influenceurs qui se sont complètement retrouvés dans la marque, qui ont eu envie de nous soutenir et qui comprenaient complètement la valeur ajoutée du produit. Donc ça, c'est sur l'organique. Et après, sur le paid, on a travaillé sur du SIA et sur du social. D'accord, ok. Et c'est comme ça que ça a démarré. Hein. Ouais, social, je connais quand même bien ce qu'on fait avec vous, mais niveau SIA, comment vous êtes positionné là-dessus? Est-ce que vous avez fait directement du search ou est-ce que vous avez fait deux types de campagnes? Parce qu'il y avait sûrement de l'intention de recherche et de concurrentiel aussi. Donc, est-ce que tu as une idée de comment vous êtes lancé sur le search? Ouais, on a démarré sur le search en faisant une analyse de mots-clés et en se positionnant sur ces mots-clés-là. Si tu tapes vélo électrique urbain ou vélo électrique cargo, tu verras Gaïa qui va remonter de façon assez significative. Okay. Et ce dont on s'est aussi rendu compte, c'est que nous, on fait partie des rares acteurs du marché à avoir vraiment travaillé la couleur. Et notamment sur du Google Shopping, par exemple. En fait, le fait de pousser des visuels avec des couleurs jaunes, comme notre vélo safran, ça nous permet assez spontanément de ressortir. Et donc, derrière, on a des taux de clics qui sont intéressants. C'est vrai que tu parles des couleurs. C'est vrai que encore une fois, sur les vélos électriques, tu vois beaucoup du noir ou peut-être du gris. Vous, c'est vrai que vous avez fait le choix d'avoir des vélos qui sont assez colorés. Et je pense que j'ai déjà eu des personnes d'autres marques qui me disaient que les couleurs, ça avait joué aussi dans le fait d'être peut-être pas différencié, mais d'attirer l'œil en fait du consommateur sur une plateforme. Donc, c'est un point intéressant là-dessus, sur lequel je pense que vous avez dû miser grâce au feedback utilisateur, ou alors c'était plus une intuition que vous aviez. C'était plus de la conviction, pour être honnête là-dessus. En fait, il y a plusieurs éléments. C'est que on est sur un marché où il y a plus d'une centaine de marques qui vendent des vélos aujourd'hui. Donc, l'enjeu numéro 1, c'est de se différencier. Bah oui. Pour se différencier, tu te différencies dans le produit, dans l'offre, dans la façon de commercialiser. Puisque comme on l'a évoqué, nous on vend en D2C. On est peut-être 2 à 3% du marché à vendre en D2C. On vend en ligne. Il y a très peu d'acteurs qui vendent en ligne dans les marques traditionnelles. Et on a démarré avec un flagship qui ressemble en rien à une boutique de vélo où il y a beaucoup d'espace, beaucoup d'air. On est plutôt sur un concept store. Et donc, un élément pour se différencier, c'est ton produit intrinsèquement, à quoi il ressemble. Donc, on a travaillé le style, avec ce grand phare qui est conique, avec des roues qui sont des roues plus épaisses et qui sont des roues blanches, et avec la forme du vélo, la ligne du vélo qui est très significative, avec un col de cygne. Et sur la couleur, moi, j'avais discuté avec quelqu'un qui connaît très bien le secteur, qui me disait, mais Amélie, il faut faire des vélos noirs. 70% des vélos vendus sont des vélos noirs. Et je me suis dit, mais en fait, si tout le monde fait des vélos noirs et que je fais un vélo noir, il ressortira jamais du lot. Donc, j'ai pas du tout envie de faire de vélo noir. Ça, c'était le premier point. Okay. Et en plus, en termes de philosophie, moi, je voulais faire une marque qui soit une marque qui réenchante le quotidien, qui mette un petit peu de magie dans le quotidien de chacun et dans les villes où tout est un peu gris. On sortait de cette phase Covid où tout était un peu morne, un peu triste. Et je me suis dit, ok, on va faire pour chaque modèle une couleur sobre et une couleur pop. Et donc, sur le modèle court, la couleur sobre, c'est un gris avec les roues blanches. La couleur pop, c'est un jaune safran. Et sur le modèle allongé, on a un bleu qui est un bleu cobalt, quasiment bleu marine, assez discret en couleur sobre. Et sur la version allongée, on avait un bleu turquoise qu'on appelle le lagon, qui évoque les vacances et voilà, qui est plein de vie aussi. Et ensuite, on a continué à travailler les coloris, vraiment en fonction des saisons, en regardant les tendances mode, les tendances lifestyle, déco, pour aller réinjecter des nouveaux coloris et finalement animer la gamme au fur et à mesure de l'année. Ouais, et donc, pour moi, le produit, c'est le premier levier d'acquisition. C'est ça qui est important. Et le premier levier de différenciation sur le coup, parce que c'était beaucoup sur le produit que vous aviez été différencié. Et le premier point sur lequel je voulais rebondir, c'est par rapport aux couleurs, parce qu'il y a une marque que j'ai eu sur le podcast il y a 2 semaines, que tu connais peut-être, qui s'appelle Flotte. Et eux, en fait, avec les imperméables, ils se sont aussi différenciés avec la couleur, en ayant des couleurs très flash. Je sais pas si tu vois. Et eux, sur le coup, ils me disaient exactement la même chose, c'est que la plupart des imperméables des autres marques, ils sont gris ou ils sont noirs, donc du coup, tu te différencies pas forcément, alors que
le premier réflexe qu'on pourrait avoir en marketing, c'est se dire, il faudrait faire un vélo ou un manteau noir, parce que tout le monde fait ça aussi. Exactement. Et le deuxième point sur lequel je voulais rebondir, c'était par rapport à la façon de se différencier. Tu parlais du fait de vendre en D2C, vendre en e-commerce. C'est vrai que ça, peut-être que je connais peut-être pas assez bien, mais je pensais justement que des marques comme Cowboy faisaient déjà ça. Mais je sais aussi qu'ils sont aussi focus sur le professionnel. Et là, je veux bien que tu nous donnes plus de détails là-dessus. Ouais, bien sûr. D2C. Alors effectivement, des marques comme Cowboy font ça et c'est des précurseurs avec Van Moof et Angel sur cette approche-là ou Voltaire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces marques-là qu'on connaît nous dans notre écosystème sont en fait des marques vraiment niches sur le marché. Le gros du marché du vélo électrique aujourd'hui, à 75%, c'est des marques traditionnelles qui vont être intermédiaires, donc vendues par des revendeurs Ok. au coin de ta rue. Et Oui. donc ça, c'est 75% du chiffre d'affaires du marché du vélo électrique, c'est des marques comme ça. Ok. Ensuite, tu as à peu près 20-25 points où ça va être les grands multisports, des Décathlon, des Intersport, etc. Et du coup, il reste 4-5 points sur les marques qui vendent en direct. Et parmi ces 4-5 points, tu vas retrouver des marques comme Cowboy ou comme Voltaire. Mais D'accord. donc nous, on les connaît bien parce que c'est des marques qui ont pris la parole dans l'écosystème digital, parce qu'ils ont cassé les codes justement en vendant en direct. Mais ce qu'il faut juste comprendre, c'est qu'on a un prisme qui est complètement biaisé par rapport au gros du marché et que, en gros, 95% du marché, c'est vraiment du retail très traditionnel où les marques font un travail de branding surtout à destination des revendeurs et où les marques n'ont pas de contact direct avec le client final. Ok, ça, tu vois, je savais pas. Ça, sur le coup, je savais pas que c'était autant disproportionné, que tu avais, du coup, si je résume ton point, 90-95% de la vente qui se fait directement à un distributeur qui revend ensuite au consommateur. Ok, et c'est vrai que vous aussi, vous avez l'approche, et là, je pense qu'on peut en parler peut-être un peu plus après dans l'acquisition, où vous vendez en direct sur le site, mais aussi via un essai que tu peux réserver sur le site en boutique à Paris. Parce que ça, tu l'as peut-être pas forcément beaucoup mentionné, mais c'est plus sur Paris que vous êtes assez présent. Je ne sais pas quel est le pourcentage de vos ventes exactes sur la ville de Paris, mais je pense que ça doit être important. Effectivement, donc sur le parcours utilisateur global, donc l'idée c'était de vendre en ligne, mais avant de vendre en ligne, quand tu démarres sur un marché où tu as une centaine de marques, que tu as tout juste des photos de tes produits, que tu as zéro feedback utilisateur et zéro feedback d'avis, pour émerger, c'est un peu compliqué. Et donc à partir de là, je me suis dit, déjà ce qui est important, c'est d'offrir la possibilité à nos clients de tester le produit. D'où l'idée de créer un lieu où ils viennent tester le produit. Et le deuxième élément, c'est crédibiliser la marque avec un lieu qui soit un lieu qui donne envie. Et donc, d'où l'idée d'avoir cette boutique sur le canal Saint-Martin, qui est une boutique sur laquelle on a fait un gros travail de branding. Et le troisième élément, c'est certes, on crée une marque digitale, mais on veut incarner la marque. Donc, on veut vraiment pouvoir mettre des visages sur l'équipe derrière Gaïa, qui on est. Et donc, dans tout le travail sur notre médiatisation, on monte l'équipe, on monte des gens qui utilisent le vélo. Donc Ouais. ça a été un peu les parties pris de base. Et concrètement, tu vois, je connais pas grand monde qui se dirait un matin, je vais acheter un vélo électrique à 2000 euros d'une marque que je ne connais pas, sur lequel il y a zéro feedback utilisateur, zéro feedback d'expert. C'est quand même super difficile de démarrer. Bien sûr. Donc c'est pour ça qu'on a démarré comme ça avec ce modèle où on avait le site e-commerce, la boutique sur le canal, qui est pas vraiment une boutique, hein, c'est plus un showroom en fait, où tu viens tester le produit, mais après on peut t'accompagner en ligne pour finaliser l'achat. Et donc ça a été la première étape. Et la deuxième étape, c'est qu'on a déployé un réseau d'ambassadeurs qui sont des indépendants qui font tester le vélo dans 7 villes de France, en complément. Et ça nous a permis de passer d'un business où quand on a démarré, évidemment, on avait surtout une clientèle qui était dans notre zone de chalandise, donc le nord-est parisien, à une situation 1 an et demi plus tard, on a 50% de nos ventes qui sont réalisées hors de Paris et la région parisienne. Donc ça nous a vraiment permis de prendre, tu vois, une amplitude et une aura nationale. C'est vrai. Alors que voilà, le mode de pensée de base te dirait, en fait, j'ai pas assez de moyens pour avoir des boutiques dans les 4 coins de la France, donc du coup, je le fais pas. Alors que là, vous êtes plutôt, vous avez raisonné en termes, voilà, j'ai un problème. La solution, c'est peut-être finalement d'avoir un ambassadeur qui est là-bas et qui peut-être, je sais pas comment ça fonctionne, peut-être qu'il prend une commission, je sais pas exactement, mais en tout cas qui permet de tester les vélos, même s'il n'y a pas une boutique physique, comme c'est le cas, un concept store sur Paris. Exactement. En fait, le frein principal à l'achat, c'était de pouvoir tester le produit.
Mhm. et de se rassurer sur le fait que le produit était adapté à Ouais. l'usage du client. Et donc ça, on a levé ce frein à l'achat par le déploiement des ambassadeurs. Et le deuxième frein, c'est la crédibilité de la marque, où là, le travail, ça a été plutôt un travail marketing, RP, de crédibilisation de la marque et d'incarnation de la marque pour rassurer sur qui on était et sur nos intentions. Ok. Aujourd'hui, tu as le sentiment que tu peux encore plus crédibiliser la marque et si oui, par quels moyens pour faire en sorte il y ait de moins en moins de doutes au fait d'acheter un vélo Gaia, même si aujourd'hui, je pense que vous communiquez déjà sur le fait que vous en avez déjà vendu quasiment 3000, ça je sais pas préciser, mais en 2 ans, vous en avez vendu 2800 si je suis exact dans les termes. Donc effectivement, sur les chiffres, en gros, en très macro, on a démarré les précommandes en juin 2022. Là, aujourd'hui, un an et demi plus tard, on a fait 6 millions d'euros de chiffre d'affaires hors taxe avec plus de 3000 vélos vendus. Ok. Et donc ça, c'est déjà un premier élément de réassurance. Et demain, on va aller plus loin en travaillant les feedbacks utilisateurs de nos clients et en partageant leurs retours sur leur adoption du produit et en quoi est-ce qu'ils sont convaincus que le produit est un bon produit, pertinent, etc. Par Donc ça, exemple, c'est le step d'après pour aller encore plus loin sur cet aspect-là. ouais, ce que j'allais dire, c'est que si vous avez beaucoup vendu en direct via le concept store, naturellement, il y a des relations qui se sont créées avec vos clients qui peuvent devenir des ambassadeurs eux-mêmes et en fait être présents dans des vidéos de présentation ou dans des publicités ou d'autres contenus que vous pouvez publier sur vos réseaux. Une autre question que je me pose, c'est quelle est la part de vos ventes pardon, qui est vraiment en direct sur l'e-commerce pur et dur? Je sais pas si c'est un truc que tu peux communiquer en termes de pourcentage. Oui, donc ça aussi, ça a énormément évolué. Au début, on avait beaucoup de ventes qui étaient forcément dépendantes d'un essai à la boutique, hein, au showroom. Et de fil en aiguille, sur les derniers mois de l'année, on arrive quasiment à une vente sur deux qui n'est pas corrélée à un essai. C'est Donc incroyable. ça veut dire que on a un effet de bouche à oreille qui est énorme. Et on le sait parce que nos clients nous en parlent. Souvent, ils nous disent ah bah j'étais devant l'école, j'ai déposé les enfants et puis quelqu'un m'a arrêté, m'a posé la question de quel était mon vélo, si j'en étais content. Donc vous verrez peut-être un tel ou un tel venir vous voir de ma part. Ok, Donc cet effet bouche à oreille, il est très puissant. ouais, je comprends. D'accord. Sur la partie acquisition, je regarde, j'ai encore des questions précises à te poser. Donc, on a parlé beaucoup de la partie Facebook et Google, mais pour ceux que ça intéresse, j'en ai parlé en détail avec Mathieu et Alizane dans un autre épisode de podcast qui est sorti il y a quelques mois, donc vous pouvez retrouver facilement dans les épisodes précédents. Au niveau autres canaux d'acquisition, est-ce qu'il y en avait d'autres? À parler d'influence aussi. Et au niveau physique, à part les RP, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez mis en place pour attirer des gens en boutique? Non, pas à ce stade. On s'est vraiment concentré sur ces quatre leviers-là. Donc RP, influence sur l'organique et puis la partie paid. Ouais. Et si, bah peut-être du coup le canal induit dont qu'on évoquait, hein, c'est vraiment la Ouais. partie parrainage et recommandation de clients post-achat. C'est vrai que ça, c'est beaucoup de marques le font. Après, souvent des marques D2C qui vendent des produits pas trop chers, ça peut être des compléments alimentaires ou d'autres choses comme ça, qui font beaucoup de parrainage. Et ça, souvent, c'est quelque chose qu'on me cite parmi les stratégies d'acquisition. Il y en a une autre que je pense pour toi, vu que c'est de la mobilité urbaine, c'est la partie les métros. Est-ce que c'est un truc auquel vous avez pensé? Même si les gens qui prennent le métro, on ne sait pas trop s'ils veulent aussi faire du vélo. Je pense que oui. Est-ce que c'est un truc que tu as déjà pensé? Ouais, ouais, c'est quelque chose auquel on a pensé. C'était un petit peu tôt en termes financiers Ouais. pour le lancer, mais c'est complètement quelque chose auquel on réfléchit. Ok, d'accord. Et au niveau de l'acquisition, donc moi, si j'ai bien compris, c'est quelque chose que tu n'as jamais vraiment piloté une fois que tu avais ton équipe marketing qui gérait ce sujet-là. Exactement. J'ai toute confiance en Mathieu. Donc, on regarde ensemble les perfs. Hmm. On valide ensemble des arbitrages, on valide ensemble les budgets, et après, je lui fais confiance sur la stratégie d'exécution. Ok. Et donc, au niveau des budgets à ce niveau-là, est-ce que toi, tu les construis avec Mathieu ou est-ce que tu attends de lui qu'il construise les budgets et ensuite tu valides avec lui pour voir si ça fait sens par rapport au chiffre d'affaires que vous souhaitez générer ensuite? En fait, la façon dont on fonctionne, c'est que moi, je pars de la top line. Oui, Euh, j'ai des enveloppes de budget pour chaque équipe. oui, Donc, on co-construit avec Mathieu le budget marketing, à la fois sur la partie networking, donc tout ce qui va être lié à des coûts de shooting, des coûts d'agence, des coûts de production de médias, et la partie paid, donc sur la perf et sur l'awareness. Et on construit ces trois briques-là, et ensuite on refait un travail de breakdown sur des grands chantiers de l'année. Et lui, après, vraiment, va affiner la stratégie de bidding sur chacun de ces leviers. ok.
Ok, donc tu es quand même bien impliqué là-dedans et c'est que tu lui donnes une ligne directive sur l'année, sur les coûts de production qu'il va y avoir ou sur des grandes opérations que vous allez faire, si je comprends bien. Puis après, lui, En tout cas, on valide l'enveloppe globale et on valide ensemble le breakdown. ouais, On ping-pong ensemble sur les grosses enveloppes, sur certains éléments clés. ouais, Et après, en fait, ça lui donne un cadre dans lequel travailler et des objectifs aussi de perf. Et il est autonome et responsabilisé et compétent je pour comprends. pouvoir avancer après pour dérouler. Ouais, et juste pour précision, pour ceux qui nous écoutent, le breakdown, c'est la répartition du budget Oui, entre pardon. les différents canaux. Enfin, je sais que c'est technique sur le coup. Et dernière question sur les budgets, que j'oublie pas. Attends, c'était... Euh... Ah, je l'ai plus. Attendez, je réfléchis. Et Euh... sur les budgets, peut-être en complément, ce qu'on fait, c'est que je pense que Mathieu a bien expliqué tout ce qu'il avait mis en place en termes de reporting sur tout le funnel Ah d'acquisition. oui, ouais, le cockpit. Du coup, moi, ça me donne une visibilité très facile sur toutes nos performances de bout en bout. Et ça me permet, sur une base hebdo ou sur une base monthly, d'aller regarder les perfs et éventuellement qu'on fasse des arbitrages ensemble. Tu vois, il y a des Bien sûr. moments où, par exemple, notre coût, alors c'est pas notre coût d'accomplet, mais notre coût d'achat média est au-dessus de l'objectif, où on sent qu'on va être au-dessus de l'objectif pour aller atteindre la target en termes de vente. Et là, on fait des choix ensemble. En gros, c'est des choix croissance ou rentabilité. Est-ce que on va pousser davantage sur le coût d'achat ou sur le CAC pour aller quand même faire les volumes du mois Ouais, et la target? Est-ce que on va aller basculer sur un autre moyen d'aller faire ce chiffre-là, parrainage, discount ou autre? Ou est-ce qu'on se dit qu'on préserve la renta et on assume le fait de pas aller chercher tout le volume escompté, mais par contre de protéger le coût d'achat. Tu vois, et ouais. ça, c'est des discussions qu'on a au fil de l'eau. Ça, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Alors que justement, vous, c'est dans quelle logique vous êtes? Est-ce que vous êtes dans une logique de part de marché et donc du coup, à tout prix atteindre les objectifs, même si ça implique d'avoir un coût d'acquisition plus élevé et donc d'être moins rentable? Ou est-ce que vous préférez rester dans les coûts d'acquisition qui étaient prévus au départ sur un mois donné? Ça va vraiment dépendre des périodes et des besoins de Gaïa. Tu vois, il y a eu des moments où on avait besoin de faire rentrer du cash, donc là, on est plutôt sur une logique de growth. Il y a des moments où on était plutôt sur une logique de renta. En fait, quand on n'est pas sur des besoins de court terme de cash, on est plutôt sur des logiques de renta et on essaye d'aller préserver la marge. Et puis, il y a des moments où on sait aussi que ça sert à rien d'aller cramer, entre guillemets, du coup d'ac parce que le sujet, il n'est pas sur la performance de notre conversion, enfin la performance de notre investissement média, pardon, il est sur la performance de notre conversion. Et je Ouais. vais t'expliquer le sujet. En Ok. gros, donc nous, on achète des vélos et donc ils sont disponibles à une date donnée. Ouais. Et il y a des moments où la production industrielle fait que tu vas aller sur le site de Gaïa, mais tu n'auras pas de vélo avant X semaines. Et on sait que plus ce délai augmente, plus notre conversion va baisser. Bien sûr, ouais. Et donc dans ces périodes-là, ça sert à D'accord. rien d'aller bider très fort parce que derrière, ça va me générer certes du trafic et du trafic engagé, mais t'as aucun stress marketing pour convertir parce que les délais sont trop longs. Et donc du coup, tu mets de l'effort et tu mets de l'investissement qui est moins rentable parce Ouais. que derrière, c'est ta fin de funnel avec ta conversion Ouais. qui décroche. Donc au global, ça va être moins performant. Et donc c'est vraiment ces logiques-là qu'on regarde au fil de l'eau. Et dans ce cas-là, sur une période comme ça, en fait, on a tout intérêt à pas s'acharner à aller investir, euh, et on récupère les clients qu'on aurait pu avoir plus tôt, un peu plus tard, quand le délai d'attente se raccourcit. Je vois. Donc c'est ces logiques-là qu'on active. Ouais, je comprends totalement, c'est hyper clair, merci beaucoup. Non, ce que j'allais dire, c'est est-ce que c'est une erreur dans laquelle vous êtes, est-ce que vous êtes fait avoir une ou plusieurs fois là-dessus sur le fait de pousser un peu trop alors que la conversion diminue parce que les stocks étaient limités, ou est-ce que jamais vous êtes fait avoir à ce niveau-là? Je sais pas si c'est le bon terme, mais En tout cas, on a constaté ces phénomènes-là, qu'effectivement, ouais, tu as une conversion sur le site qui décroche quand les ouais, délais s'allongent. Ça a été excellent. évident. Ouais, Ensuite, on a un deuxième élément sur notre site e-commerce où, en fait, tu peux réserver un essai, mais si t'as pas assez de personnes pour faire essayer les vélos, tu te retrouves à amener du flux entrant en termes de users, mais derrière de pas avoir l'offre entre guillemets suffisante pour pouvoir absorber ta demande. C'est des logiques demand supply. Et si c'est le cas, de la même façon, ça sert à rien de surinvestir en amont
Parce que derrière, si t'as pas de disponibilité d'ambassadeurs pour pouvoir faire des essais, bah du coup, ta conversion décroche de la même façon. Ouais, faut être très Et bon. donc ça, c'est des choses qu'on a vraiment appris au fur et à mesure de l'année et qu'on anticipe de mieux en mieux. Mieux en mieux, ouais. Mais en fait, bah, on a appris sur l'expérience. Il a fallu qu'on teste, qu'on voit les métriques pour après comprendre ces phénomènes, les anticiper et faire les bons arbitrages. Et ça a été vraiment toute cette année 2023. Ouais. On s'est amélioré sur cette compréhension-là, des mécanismes de conversion et des interdépendances entre notre offre à la fois sur la partie test et essai des vélos, notre offre en termes de disponibilité des vélos à l'achat et le travail amont sur l'investissement. Merci. En fait, c'était vraiment le sens de ma question, c'est que finalement, vous avez appris au fur et à mesure et que certaines choses, vous ne pouvez pas le savoir à l'avance. Un autre point qu'on n'a pas forcément beaucoup cité, mais je pense qu'on a parlé avec Mathieu, c'est qu'il y a une saisonnalité pour vous, dans le sens où les vélos, donc voilà, quel que soit le type de vélo que tu vends et avec quel positionnement, c'est plutôt l'été et le printemps que tu les vends. Exactement. Donc, on est sur un business qui est très saisonnier, avec un business qui se réveille avec les beaux jours. Ouais. Et les beaux jours varient en plus d'une année sur l'autre. Donc, tu as des années où on voit bien même les intérêts en search, tu vois, décolle, allez, fin février, début mars. Puis tu as d'autres années où ça décolle plutôt fin mai, en fonction de quand est-ce que commence vraiment ton printemps et tes beaux jours. Et après, tu as un énorme pic de saisonnalité sur les beaux jours. Et un mois de septembre qui est clé dans notre industrie parce que c'est le mois où les gens se reposent la question de leurs habitudes. Toujours, ouais, toujours. Ouais. Voilà, et de leurs habitudes de mobilité, évidemment. Donc nous, c'est notre grosse saisonnalité. Puis après, fin d'année, il commence à faire froid, il pleut, et t'as beaucoup moins de gens qui se réveillent le matin en se disant « Et si je partais à vélo ?» Donc ça redescend. Donc nous, on joue notre saison sur cette période-là. Et c'est aussi la période où tout le monde va bider plus ou moins fort. Donc tout l'intérêt, c'est d'arriver à être tactiquement en action au bon moment par rapport à nos concurrents et par rapport à la saison. Bien sûr. Et en période de basse saison, comment vous gérez ça? C'est-à-dire en termes marketing, est-ce qu'il y a des choses que vous adaptez sur vos messages, sur vos offres, ou est-ce que ça reste globalement le même avec moins d'investissement? Alors on réduit l'investissement parce qu'on réduit les objectifs, tout simplement. Okay. Donc on réduit les investissements. Après on s'acharne pas non plus quand la saison n'est pas là et qu'on se rend compte que ça ne convertit pas. Donc c'est ces ajustements-là qu'on fait en permanence. Et on travaille aussi d'autres canaux sur cette période-là, notamment tu vois toute la partie client, activer notre base client, qui sont nos premiers prescripteurs sur ces périodes un peu plus basses. Ouais, c'est clair. Donc là, c'est vrai que maintenant, vous devez vous dire, maintenant, on a fait beaucoup d'acquisitions ces 2 dernières années. De plus en plus de gens nous connaissent. On a quand même 3000 clients, on va dire, / ambassadeurs. Donc là, sur le coup, je pense qu'en 2024, est-ce que vous avez un enjeu du fait d'avoir, je vais pas dire le mot rétention, mais de faire de la recommandation, pardon, comme on connaît le funnel art, où tu as la recommandation qui arrive presque à la fin. Donc, est-ce qu'il y a des choses que vous avez déjà prévues cette année pour ça? C'est quelque chose qu'on a moins travaillé jusqu'à présent et qui est vraiment dans nos objectifs de cette année, c'est aller travailler notre communauté au sens large. Ouais. Donc aujourd'hui, on a plus de 20 000 personnes en base, on a plus de 20 000 personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux, sur Insta notamment. Okay. Et on a nos premiers clients, effectivement, on va bientôt atteindre les 3500 utilisateurs de Gaia. Ouais. Et donc dans les réflexions stratégiques côté marketing cette année, il y a cette question de comment est-ce qu'on leverage, comment est-ce qu'on met à profit notre communauté, à la fois notre communauté prospect qui nous suit et notre communauté client, et comment est-ce qu'on fait de cette communauté vraiment nos premiers ambassadeurs pour développer la marque. C'est clair qu'il y a un enjeu, je trouve. Enfin, comme tu le dis là, il y a quand même un enjeu pour cette année à activer au maximum cette communauté parce qu'ils sont de plus en plus. Donc, tu dois aussi penser, vous devez aussi penser à eux avant de faire aussi l'acquisition, même si ça reste hyper intéressant et que, comme tu le sais, Facebook et Google, c'est des super machines pour aller chercher des nouveaux clients quand tu les maîtrises bien. Donc voilà. Je pense que j'ai fini le point sur l'acquisition, Amélie. Je ne sais pas s'il y a d'autres sujets que tu voulais aborder là-dessus. Sur l'acquisition, peut-être que je n'ai pas forcément posé dans les questions. Je réfléchis, mais je pense qu'on a bien fait le tour sur ces sujets-là. Ouais. Non, peut-être juste un dernier point, c'est qu'on reste une très jeune marque. Ouais. Tu vois, nous, là, on aura vendu 2500 vélos sur l'année 2023. Le marché du vélo électrique, j'ai pas les chiffres sur 2023, ils sont pas encore sortis. Mais sur 2022, on était sur 750 000 vélos électriques vendus. Donc on est encore tout petit. Et donc on a encore des enjeux de notoriété qui sont colossaux. Ouais, d'accord. Voilà. Donc les enjeux sur l'acquisition restent aussi colossaux.
Ouais, c'est ça. Et la notoriété, c'est ça qu'on n'a pas beaucoup parlé, mais ça peut se travailler de plein d'autres manières. Et souvent, ce que font les marques, c'est qu'elles finissent par faire une campagne TV ou aller beaucoup plus dans les médias que ce que vous faites déjà actuellement, mais ça demande de l'investissement et du temps. Ça demande beaucoup de cash. Aussi, je vais pas préciser. Ok, Ça bah, c'est vrai demande beaucoup de cash. Ben, sur les campagnes télé, effectivement, hein, c'est forcément des choses qu'on regarde. Campagnes télé comme les campagnes d'affichage. Mais c'est des dispositifs qui demandent d'une part beaucoup de cash et qui d'autre part demandent de s'engager fortement en one shot avec donc la réalisation d'une campagne amont et on a moins d'agilité en fait pour aller ajuster nos investissements et nos performances comme on que- peut l'avoir sur d'autres médias digitaux. Donc ouais, ça pour une jeune marque, c'est une prise de risque qui est plus importante à la fois si on se plante sur le contenu quelque part ouais. et ou si on se plante sur le dispositif. Ok, Et ça demande un gros investissement, donc forcément c'est des choix qui sont des choix risqués que de se ouais. lancer sur ce volet-là, mais c'est clairement les réflexions qu'on a en ce moment. Ok, je comprends. Bah, voilà, je posais la question par curiosité sur le coup. Je veux bien qu'on parle peut-être du plan de développement pour les prochaines années, notamment ces 3 prochaines années. Tu parlais du fait que là aujourd'hui vous êtes au balbutiement de la marque, que vous avez vendu 2500 vélos en 2023, qu'il y a eu 750 000 vélos qui ont été vendus, je pense, en 2022. Pour les 3 prochaines années, vous imaginez quoi? Est-ce que vous imaginez simplement pénétrer plus ce marché avec vos deux produits phares actuels, ou est-ce que vous imaginez justement faire encore d'autres choses, développer d'autres prototypes? Euh, je sais pas si tu peux nous m'en dire plus là-dessus sur la vision pour la suite. Alors sur la suite, en gros, nous on a trois gros axes de développement. Le premier axe c'est la croissance, donc croissance à la fois sur le marché français et en Europe. Ouais, Aujourd'hui, on a très régulièrement des demandes qui émanent de prospects qui sont dans d'autres pays, notamment en Belgique, notamment en Allemagne, en Espagne, en Italie. Et donc, en gros, la question qu'on va être amené à se poser, c'est comment est-ce qu'on adresse ces marchés-là, comment on se structure pour pouvoir y répondre. Sur le marché français, aujourd'hui, on travaille en D2C, comme tu le sais, principalement. On a quelques partenaires en B2B, notamment des acteurs qui vont proposer aux entreprises des vélos de fonction ok. et qui, du coup, commercialisent les Gaïa. Ah, Donc, ok. on veut continuer à développer cette voie-là. Nous, on veut pas forcément les adresser en direct parce que créer une force de vente pour aller adresser les entreprises, c'est un autre métier que le nôtre. C'est un autre métier. Et il y a des gens qui font ça très très bien déjà sur la place. Donc on propose Gaïa parmi les offres. Et le troisième axe qu'on regarde cette année, qu'on veut tester cette année, c'est de proposer la commercialisation des Gaïa via des revendeurs traditionnels en complément de ce qu'on fait aujourd'hui. D'accord. Naturellement. Voilà. Naturellement, c'est Donc que ça, c'est notre expansion du coup. Tu vois, ça, c'est nos approches sur vraiment la partie expansion croissance. Donc, si je comprends bien, tu as B2B, revendeur, donc finalement quelque chose que vous n'avez pas fait au début parce que vous êtes plus lancé en D2C, et ensuite international. Et c'est intéressant que tu mentionnes Allemagne, Espagne et Italie, parce que bah, en fait, c'est difficile qu'ils voient les publicités ou qu'ils vous connaissent, qu'il y a peut-être moins de proximité qu'avec la Belgique. Donc, tu as une idée de comment ça peut arriver jusque-là, sur le coup. Je pense que c'est grâce aux réseaux sociaux et aux influenceurs. Ok, d'accord, cool, hyper intéressant. Et tu as déjà une idée du marché que tu aimerais adresser en premier, sur le coup, entre ces quatre marchés-là? Alors plutôt les marchés du Carnot Est, donc Benelux, Allemagne, c'est des marchés qu'on va regarder en priorité. L'Allemagne Ouais. notamment est un marché qui est hyper mature dans le secteur du vélo électrique pour te donner des ordres de grandeur. Sur le marché français, donc 750 000 vélos vendus l'année dernière, enfin en 2022. Mhm. Marché allemand, 2,2 millions Ouais, c'est beaucoup plus, pour donc une tu as beaucoup. population qui est pas si énorme que ça, quoi. Ouais, je pense que c'est la même, non? Allemagne-France, c'est plus ou moins la même taille. Peut-être que je dis une bêtise, T'as mais j'ai l'impression que c'est plus un ou moins tout la petit même peu de plus en Allemagne, mais du coup le taux de pénétration du vélo électrique est nettement plus élevé sur ce marché-là qu'en France. taille. Ok. Et quand tu veux lancer un nouveau marché, tu as déjà une idée de comment t'y prendre? Est-ce que vous allez garder la même recette que sur la France ou est-ce que vous allez l'adapter? Surtout que les habitudes de consommation en Allemagne sont différentes. Ça dépend du marché. L'approche, on va l'affiner dans les prochains mois. On va l'affiner aussi en parlant avec des distributeurs locaux pour aller affiner la pertinence de notre produit par rapport aux clients que eux connaissent beaucoup mieux que nous les connaissons. Et globalement, il y a un peu deux approches traditionnelles qui s'opposent ou pas et qu'on pourrait envisager. La première, c'est de continuer en D2C comme on l'a fait aujourd'hui avec des partenaires en local sur toute la partie maintenance, réparation. Ouais. Ça, c'est une première approche qui est tout à fait envisageable. Et il y a une deuxième approche qui est de s'appuyer sur un réseau de revendeurs
et de faire un deal avec un réseau de revendeurs qui nous aiderait à mieux comprendre la cible, à affiner aussi les messages marketing pour s'adapter à un marché allemand, à un marché italien et un client allemand ou italien, et qui nous permettrait de tester l'appétence auprès de cette cible-là. Donc aujourd'hui, le choix qu'on doit faire, c'est vraiment cet arbitrage entre ces deux approches et qui, à mon sens, est sûrement à adapter en fonction des marchés qu'on cible. Ok, je vois. Ouais, j'aurais pas dit mieux sur le coup, c'est qu'il y a un choix à faire. Est-ce que tu le fais toi-même, on va dire, ou soit tu passes par un revendeur qui connaît mieux les choses, mais en contrepartie, je suppose que tu rognes un peu sur ta marge, enfin, que ça doit être voilà, une autre histoire, on va dire. Pour finir sur les plans de développement, en gros, là, la première brique, c'est la croissance. La deuxième brique, c'est l'industrialisation. Okay. Là, Gaïa vient de basculer tout l'assemblage de ces vélos en France. Avant, on assemblait en Europe de l'Est. Maintenant, on assemble en France. Et donc, on doit déjà un peu stabiliser et structurer toute notre approche industrielle avec ce nouveau partenaire français qui a une capacité de montée en puissance très forte. Okay. Et on lance et on travaille et on va lancer une nouvelle gamme de vélos sur 2024. Donc ça, j'aurai l'occasion d'en parler plus largement dans quelques mois. Et la troisième brique qui est importante pour Gaïa, c'est la réflexion sur la réparabilité. Et derrière la notion de réparabilité, tu as plusieurs enjeux. Tu as un enjeu qui est un enjeu écologique, de faire des vélos que tu puisses garder le plus longtemps possible. Tu as un enjeu de reconditionnement et de structurer du coup toute la chaîne industrielle sur le reconditionnement. Et tu as un enjeu business de création et de gestion d'un second marché pour la vie de tes vélos. Et donc, en gros, structurer le marché de l'occasion des vélos Gaïa. Et donc, nous, on a ce sujet-là aussi qu'on veut adresser dans les prochaines années pour pouvoir potentiellement récupérer un vélo Gaïa d'un client existant qui avait un vélo long tail et peut-être dont le plus grand des enfants ne veut plus monter sur le vélo avec papa-maman et qui veulent basculer sur le compact ou inversement. Ok, je comprends, d'accord. C'est vrai que ça fait beaucoup de choses. Comment tu fais à prioriser tous ces projets-là? Comment tu gères ça? C'est vrai que c'est pas une question que j'avais en tête au départ, mais quand tu vois toutes ces possibilités de croissance internationale, ces nouveaux projets, le lancement de nouveaux vélos, comment tu fais à prioriser ça et choisir de mettre ton temps et ton énergie sur les projets qui vont avoir le plus de valeur ajoutée pour la croissance de l'entreprise dans le futur? Écoute, c'est un travail, je dirais, sur la strat, sur les roadmaps, en se disant qu'est-ce qui est le plus prioritaire pour l'entreprise à un moment donné de son développement. Donc ça, c'est le premier élément. Il y a un peu un sujet ou un ou deux sujets phares pour chaque équipe. Typiquement, tu vois, le lancement d'une nouvelle version, il y a un énorme travail amont de l'équipe R&D et industrialisation. Après, c'est plus les équipes commerciales qui vont prendre le relais sur comment est-ce qu'on va lancer d'un point de vue commercial cette deuxième offre. Donc, c'est un mix entre tous ces éléments-là. Il faut que ça puisse être cohérent en termes de budget global sur l'année. Il faut que ça puisse être cohérent en termes de charge de travail pour chacune des équipes et que ce soit cohérent, du coup, en termes de stratégie de moyens. Et donc ça, c'est un travail strat qu'on fait, en l'occurrence là, tu vois, qu'on a réalisé sur ces derniers mois, sur la fin d'année et début d'année, et qu'on décline après de façon plus fine au sein de chaque équipe pour qu'ils aient leur vision très concrète de leur année 2024. Je comprends. Et est-ce que tu fonctionnes avec des OKR, du coup, trimestriels, par exemple, sur le fait d'atteindre tous ces objectifs-là? Je suppose que c'est décliné en OKR. Peut-être chaque trimestre ou tous les 6 mois, je sais pas trop comment fonctionner, parce qu'on sait que c'est une méthode assez agile. Les OKR, j'ai beaucoup travaillé avec les OKR quand j'étais chez Evaneos. C'est quelque chose qu'on avait décliné à l'époque. C'est vrai qu'on était une boîte de 200, donc ça faisait vraiment sens. Là, on les a pas formalisés de la sorte. Aujourd'hui, la façon dont on a formalisé les choses et partagé les choses avec l'équipe, c'est plutôt une vision sur les grands temps forts de l'année. Ok. Typiquement, le timing sur tel ou tel lancement de projet et surtout concrétisation de projet, comme typiquement le lancement du nouveau vélo qu'on veut lancer. Okay. Donc, ça donne des grands temps forts à des moments de l'année. À des moments de l'année vers lesquels toutes les équipes doivent converger. Ouais. Et on a des gros objectifs sur des KPI clés, à la fois business, expérience client, rentabilité, qui sont partagés à toutes les équipes. Donc, on est assez proche dans la philosophie de l'approche des OKR, dans le sens où tu as des KPI clés, tu as des projets clés, et après, chaque équipe doit décliner ces grands enjeux d'entreprise à titre individuel sur chacun des pôles métiers. Ok, je comprends.
Et ça, il y Donc on a, n'a pas formalisé l'outil, si tu veux, de façon très systématique d'OKR, mais dans la philosophie, on s'en rapproche. ouais, vous en rapprochez, pour moi, c'est quasiment la même chose a priori, tant qu'il y a un résultat clé qui le mesure et que vous faites des intervalles réguliers. Je sais pas si vous êtes plutôt dans une logique mensuelle, trimestrielle là-dessus, mais je présume que, vu que ça va vite, à mon avis, plus ça va vite, plus vous devez mesurer vite, peut-être même toutes les semaines, je sais pas trop, donc, voilà. Donc sur l'animation, ce qu'on fait, c'est qu'on a 2 instances chez Gaïa. Après, on reste une petite entreprise, donc ce serait sûrement différent si on était une boîte de plus grande ampleur. Mais en gros, on a une session hebdomadaire avec la leadership team, donc les responsables de pôle de chacun des métiers. Ok, Et toutes les 2 semaines, on fait un meeting avec toute l'équipe où on partage tous les KPI clés de l'entreprise de façon complètement transparente. d'accord, je comprends. Ouais, c'est très clair pour moi. Mais écoute, ouais, pour terminer sur la taille de l'équipe, vous êtes combien actuellement? Donc aujourd'hui, on est 15 Ouais, dans l'équipe avec certains freelances qui sont full-time et qui sont quasi intégrés. ils sont dans vos bureaux finalement. Exactement. Ok, d'accord. Bah écoute, je suis pratiquement terminé cette interview avec toi. Je t'ai posé toutes les questions que je souhaitais te poser sur Gaïa, sur votre acquisition et sur votre plan de développement. Moi, j'ai quelques questions pour toi, parce que c'est pas tous les jours que j'ai la CEO ou le CEO d'une boîte en hyper croissance. À quoi ressemblent tes journées de CEO là au quotidien? Euh, Très curieux de savoir. Il n'y a pas de journée pareille. Donc ça, c'est Ouais. un peu la magie du job. Tu vois, ça peut être... alors en ce moment, je suis en levée de fonds, donc je passe beaucoup de temps avec des investisseurs, à pitcher Gaïa, à partager des éléments financiers, justement des éléments de roadmap. Euh, En fait, il y a vraiment pas 2 journées identiques, puisque mon job, c'est à la fois... Alors pour le coup, sur mon rôle, si je parle vraiment de mon rôle au quotidien chez Gaïa, j'ai un rôle sur la partie stratégie financière, stratégie de croissance. Ouais. Jusqu'à présent, c'est moi qui porte toute la modélisation économique et financière de Gaïa, tout Ok. le lien avec les investisseurs. Je pilote directement les équipes business, entre guillemets, d'un point de vue opérationnel. Et j'ai un rôle de relation presse, relation publique, puisque je suis la personne qui va parler à la presse et communiquer sur Gaïa. Je comprends. Donc mon job, il est un peu dans tout ça. Et puis entre deux, quand je m'ennuie, je renégocie le bail de l'appartement, je set up un contrat EDF, etc., etc., etc. La réalité d'une vie de start-up. On bouge des cartons, tout ça. Ok, ouais, donc t'as quand même du temps pour ça. Mais c'est vrai que ça, je trouve que c'est un sujet qu'on n'aborde pas souvent, c'est comment tu gères la partie aussi personnelle, le temps pour soi, quand tu as une entreprise en hyper-croissance, est-ce que tu arrives justement à joindre les deux bouts en quelque sorte, c'est-à-dire avoir à la fois le temps pour la famille, du temps pour soi, du temps pour consacrer à l'entreprise et pour faire en sorte que ça continue sur le même rythme. C'est jamais un travail évident. On entend souvent des start-upers qui sont soit débordés, proches du burn-out et qui n'arrivent pas à décrocher. Est-ce que toi, justement, tu as réussi à trouver, je sais pas si on peut appeler ça un équilibre, mais une façon de t'organiser au quotidien? J'ai progressé. Ce qui est sûr, c'est qu'en passant du salariat à l'entrepreneuriat, on me l'avait dit et je l'ai expérimenté, c'est que ta boîte, ça devient quasiment une obsession. Tu y Oui, penses forcément un peu tout le temps. Et alors, qui plus est, quand tu crées un produit physique comme le mien, tu vois, il y a pas un moment où le week-end, je me balade en ville sans voir un vélo. Et donc, forcément, j'ai une espèce de déformation professionnelle où je spotte tous les vélos que je croise. Et je me dis, ah, c'est quoi, c'est quelle marque, c'est quel produit. Donc, l'entreprise est très, très, très présente à mon esprit, ça, c'est sûr. Après, aujourd'hui, moi, je suis dans un contexte où je suis en couple, on a un petit garçon qui va avoir 4 ans, j'attends un deuxième enfant. Et ah, donc, de fait, je suis... euh, je me suis mise l'obligation de déconnecter, d'avoir du temps pour ma famille. ouais, Pareil, c'est quelque chose sur lequel j'ai progressé depuis le démarrage. Je peux pas dire que ça a été tout le temps parfait, tout le temps équilibré, mais en tout cas, j'ai bien progressé sur les moments familiaux, en fin de journée et le week-end, ok. pour être présente, pas uniquement physiquement, mais aussi mentalement avec eux. Et ça, c'est important. Et par Donc, exemple, tu arrives à c'est... décrocher le week-end? Excuse-moi de t'interrompre, tu arrives à décrocher totalement le week-end? Ou est-ce que justement, tu as des situations où tu es obligé de bosser sur certains sujets le week-end ou quand on a plus de calme généralement? Alors, je décroche pas à 100%, c'est rare que je décroche à 100%, mais on va dire que je suis sur mon téléphone et j'essaye le plus possible de ne pas ouvrir mon ordinateur.
Ok, oui, c'est déjà ça. C'est au moins tu suis C'est déjà ça. l'activité, peut-être, je sais pas si vous avez un Slack ou d'entreprise pour voir ce qui se passe, s'il y a des choses qui se passent. Exactement, on a le Slack et puis j'ai les ventes qui tombent et puis j'ai les remontées clients aussi qui remontent. Ah ouais. Donc tu vois, s'il y a une grosse urgence qui est remontée par un client un week-end, bah ça va popper sur mon téléphone. Forcément, je vais voir si quelqu'un l'a prise, si elle s'est pas pris, essayer de l'orienter ou de gérer le sujet. Je Mais comprends. en tout cas, j'essaye, tu vois, de préserver ce temps-là. Je pense que c'est important pour l'équilibre. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont beaucoup de longueur d'avance sur moi et qui m'ont dit cet élément. En fait, l'entrepreneuriat, c'est pas un sprint, hein, c'est vraiment une course de fond. Faut tenir dans la durée. Et si tu te crames trop tôt, bah, t'arriveras jamais à tenir dans la durée. C'est le Donc c'est ça tout l'enjeu. Et j'ai la chance d'avoir un conjoint qui me rappelle à l'ordre aussi et qui me pousse vers cet équilibre-là. Et ça, c'est hyper important. Je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont très seuls pour avoir ces discussions, que ce soit au féminin ou au masculin. Tout le monde est un peu dans la même situation. Et le fait d'avoir une situation familiale aussi soutenante et équilibrée, bah, ça permet de faire ces pauses et d'avoir finalement un autre monde qui nous permet de souffler un peu tout simplement. Bah, je suis d'accord, c'est que c'est en effet, s'il y a rien à côté ou que la famille n'est pas là ou qu'il n'y a pas de conjoint ou pas d'enfant, bon, on se dit, il n'y a pas de limite en fait. Je peux travailler C'est ça. autant que je peux travailler dans la journée. Et donc finalement, on s'arrête jamais, on est limite plus proche du burn-out. Et en effet, si ta famille compte pour toi, tu n'as que d'autres choix que de décrocher ou de trouver un agenda qui te permette d'être présent. Donc c'est pour ça que je posais la question, mais Mm. voilà, je t'ai pas trop étonné de ta réponse. Ouais. Je pense que c'est normal en fait quand on est mère et quand on a une vie de couple en fait de faire ses choix, d'être présent le week-end et le soir. Ok. Dernière question sur Gaia, c'est quand tu as une entreprise qui est en hypercroissance, tu as forcément des risques. C'est quoi pour toi les risques qui peuvent entraver votre croissance sur le moyen et long terme? Parce que là, j'ai l'impression que vous faites un sans faute à t'écouter, et ce qui est top. Hein. Je trouve que c'est incroyable. Il y a eu, à mon avis, des moments peut-être difficiles, mais sur le moyen et long Ouais. terme, c'est quoi peut-être pour toi les risques qui pourraient entraver votre croissance? Alors effectivement, de l'extérieur, ça peut paraître facile et fluide. Ouais. Après, ça a été une année qui a été très challenging hein, pour toute l'équipe. On a eu plein de petites galères, mais c'est aussi ça le monde de l'industrie. Dans l'industrie, il n'y a pas de bonnes surprises, t'as que des mauvaises surprises. Faire un vélo, c'est assembler 150 pièces. Si t'as une pièce sur les 150 sur ton lot de pièces qui arrivent, qui est pas du bon diamètre ou qui est défectueuse, tu peux pas sortir tes vélos. Si tu t'es planté sur ta couleur, bah t'as 4-5 mois pour avoir la bonne couleur d'approvisionnement. Enfin, tu vois, c'est plein de petits détails comme ça, et notamment sur le volet industriel. Bah, cette année, on a été confronté à pas mal de sujets, enfin, même depuis le développement hein, de Gaïa, entre le lockdown à Shanghai en 2021, quand on a fait 2022, excuse-moi, quand on a fait nos toutes premières versions de vélo et nos toutes premières pré-séries, il nous manquait une pièce qui venait de Shanghai. Et Shanghai était fermé 3 mois, ça a décalé notre lancement en fait de 3 mois. Ah, d'accord, ok, ok. Ça, Euh, j'ai l'information. les, Ça, c'est typiquement, tu vois, le genre de sujet qui peut Oui, te facile. mettre dedans sur une prod, en fait, tout simplement. Ou un fournisseur qui t'avait promis telle pièce pour telle date et qui finalement, sur tes 150 pièces, c'est la pièce qui te manque et sur laquelle tu trouves pas d'alternative ou sur laquelle il te faut 3 à 4 semaines pour trouver une alternative. Bah ça décale tes livraisons de clients de 3 semaines. Et tous ces sujets-là, c'est des sujets qui sont des sujets complexes à traiter d'un point de vue approvisionnement, industrie, mais qui derrière sont aussi très complexes à gérer en termes de relations clients. Donc nous, on a vécu cette phase vraiment d'apprentissage toute cette année. Tout ça, ça se structure, ça se stabilise de plus en plus et c'est ça qui est génial. Et après, on est aussi quand même une entreprise qui est soumise au contexte géopolitique. Et tu vois, typiquement en ce moment, on a une problématique sur le canal de Suez que tu connais. On est en attente de voir quels vont être les impacts sur tout le transport maritime ou sur des lignes de transport alternatives, à la fois en termes de délai et en termes de coûts, parce que c'est Ok, typiquement le genre de situation qui peut faire exploser tes coûts logistiques. Donc, d'accord, on est dans ces enjeux-là où la problématique de la gestion industrielle est un challenge en tant que tel, d'une part. ok. D'autre part, il faut gérer les conséquences sur tes coûts, ta rentabilité de ces problématiques-là. Et après, il faut gérer les conséquences sur tes ventes. Les Parce ventes et que le comme on en parlait tout à l'heure, tu vois, t'as ta prod qui se décale.
de 1 mois à 2 mois, si ton vélo il est pas disponible, derrière ça fait chuter tes taux de conv, Ouais, donc t'atteins pas tes perfs, etc. je comprends. Et le dernier élément qui est un élément qui transverse à tout ça, c'est réussir à bien cadencer ta stratégie de croissance avec ta stratégie de moyens. Concrètement, je m'explique, si pour pouvoir, par exemple, doubler mon réseau d'ambassadeurs, j'ai besoin d'avoir plus de personnes en interne qui pilotent les ambassadeurs, bah forcément le prérequis, c'est d'avoir recruté les bonnes personnes pour piloter les ambassadeurs. Effectivement, ouais. Sauf que, bah, tu sais comme moi ce que c'est que le recrutement. T'es pas à l'abri d'avoir des difficultés à trouver la bonne personne avec le bon mindset, les bonnes compétences au bon moment. Et donc ça fait partie toujours des éléments de risque parce que potentiellement, t'as une partie de ta croissance qui est liée intrinsèquement au fait de trouver les bonnes personnes et d'avoir les bons moyens pour pouvoir adresser ce volet-là de croissance. Je comprends. Ouais, mais c'est toujours un challenge, comme tu disais, c'est inhérent aux entreprises, mais le challenge logistique, c'est vrai il est très fort pour vous parce qu'on parle de Mm. plusieurs semaines de délai, voire des mois. Ça, j'avais pas été conscient de ça sur ce point. Et j'avais une question, c'est vrai que sur la partie les coûts de production, c'est quelque chose qui doit faire peur parce qu'en 2022-2023, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se sont plaints du fait que les coûts de production ont augmenté. Donc du coup, on le sait bien, quand il y a eu la guerre en Ukraine, ça a augmenté le coût des l'électricité et du chauffage. Donc naturellement, ça peut augmenter les coûts de production. Est-ce que vous avez vécu justement une partie où vous vous êtes dit, on a projeté tel coût et finalement c'est plus élevé que prévu et du coup qui peuvent impacter toute votre marge? Alors oui, ça a été le cas dans le sens où enfin, ça a été le cas entre notre business plan et notre première version Ok, de vélo. ok, Sauf que la réalité, c'est qu'on a démarré, on était déjà dans cette phase-là. Tu vois ce que je veux dire? oui, Donc, nous, on a eu un effet où la situation s'est plutôt améliorée parce qu'on a démarré avec des coûts très élevés liés au contexte comme tu l'évoques ouais. et liés au fait qu'on faisait des toutes petites séries. Notre première série, on se parle de 400 vélos, t'as aucun pouvoir de négo Alors sur que tes volumes. quand on fait 1000, Et oui, là maintenant, voilà. Maintenant, on est en train de monter un peu sur les volumes et dans certaines composantes du mix d'approvisionnement et logistique, il y a certaines composantes qui vont un peu mieux. On attend de voir comment ça va se passer dans les prochaines semaines. Mais donc, en ce moment, on est plutôt sur une logique d'optimisation de nos coûts grâce à nos volumes. je comprends. Ok, hyper intéressant. Mais c'est peut-être un challenge dont tu nous reparleras peut-être plus Mm. tard si on se reparle un jour pour un épisode du podcast. C'était un plaisir de t'avoir interviewé pour cet épisode. J'espère que ça t'a plu aussi et je pense que ça plaira aussi aux auditeurs. Pour terminer ce podcast, où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut éventuellement échanger avec toi ou suivre tes aventures? Bah, merci beaucoup déjà pour la proposition d'interview et qu'on ait pu prendre Ouais. ce temps-là. C'est rare qu'on ait le temps d'échanger aussi longuement et de rentrer dans le fond, donc c'est chouette. Merci. Et pour me retrouver, il y a 2 éléments. C'est soit de me suivre sur LinkedIn, c'est le plus simple, et de suivre toutes les aventures de Gaïa sur Instagram. Super. On mettra tous ces liens dans les notes de l'épisode. C'était encore une fois un plaisir et écoute, je vais te laisser filer parce que tu as encore beaucoup de travail, on a vu dans cette journée. Et je te dis du coup à très vite. À très vite, merci beaucoup.